Amis du livre, bonsoir et merci d'être toujours aussi nombreux pour suivre votre émission favorite sur RTI 1, Au fil des pages. Aujourd'hui, on parlera de l'histoire d'un rythme musical qui se réclame l'identité artistique ivoirienne, le zouglou. Zouglou, 30 ans, Gbé et mieux que drap, écrit par les journalistes Eric Ossa et Serge Nguessan. Bonsoir Eric. Bonsoir Eva, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Je l'ai dit, vous co-signez donc cette œuvre dont on va parler dans quelques instants, mais vous avez également écrit deux biographies, Oui, notamment j'ai deux celle livres à mon actif, oui. de Johnny Lafleur. Oui. Donc, on rappelle que vous êtes journaliste culturel. Donc on Tout à fait, comprend comme plutôt, Serge Nguessan. voilà, on comprend vos sujets de prédilection. Tout à fait, on est dans le showbiz, dans les Très 10 bien. arts. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur l'histoire du zouglou? Bon, il y a plusieurs motivations. Hein. D'abord, on est journaliste culturel. On a suivi l'évolution du zouglou depuis les années 90, depuis 90-91 à la cité universitaire de Yop, jusqu'à ce qu'on soit en 2021 qui consacre les 30 ans de ce genre musical, cette philosophie, cette chorégraphie, voilà. Voilà, parce que c'est les trois à la fois. Il y a la philosophie, il y a la chorégraphie et il y a la musique. Très bien. Voilà. On en parlera plus en avant dans quelques instants. Pour l'heure, je vous invite à suivre la première respiration de cette émission. Il s'agit du JT littéraire. Pour cette semaine, nous sommes dans les locaux de JD Édition, dans la commune de Yopougon. Monsieur Sylvestre Ouriga, responsable éditorial, nous parle du rôle de l'éditeur et du processus de production d'un livre. Le rôle de l'éditeur, comme son nom l'indique, c'est d'éditer un livre. C'est-à-dire qu'il reçoit un manuscrit, ou maintenant on parle de tapuscrit. C'est-à-dire que l'auteur envoie son projet d'écriture. Ça peut être la poésie, ça peut être le roman, ça peut être tous les genres littéraires. Et l'éditeur fait lire l'ouvrage par des spécialistes pour voir si l'œuvre répond à ses besoins. Et on appelle cela une ligne éditoriale. Chaque éditeur choisit sa ligne éditoriale. Et quand il est satisfait que l'ouvrage qu'on lui propose remplit les conditions, alors il passe à la phase de traitement éditorial qui consiste, entre autres, à faire saisir le texte, ou quand c'est le cas, c'est déjà fait, il fait la mise en page. S'il y a des images à insérer, il fait dessiner par ses spécialistes, on insère tout, on décide ensemble de la taille du livre, etc. Et quand tout est bouclé, l'auteur délivre à l'éditeur le bon à tirer, qu'on appelle dans notre jargon le BAT. Quand c'est fait, alors il cherche un imprimeur, et voilà le livre qui sort, et il est mis à la disposition du public. Justement, au sujet des sorties de livres, M. Ouriga dévoile les dernières œuvres à l'affiche dans son établissement. La première œuvre, c'est Le sang ne se perd pas, de l'auteur Madouba, c'est son nom d'écrivain. Sinon, il s'appelle Koulibaly Diomandé, c'est un médecin, pharmacien. C'est une œuvre qui parle de la rencontre entre un jeune homme qui rencontre son grand-père dont il ignorait l'existence. Et ce dernier va donc lui léguer son savoir, mais des savoirs mystiques. La deuxième œuvre a pour titre Zaouli de Timaker, un auteur qu'on ne présente plus. C'est une œuvre qui parle de la danse Zaouli. Mais au-delà de la danse Zaouli, il y a un mythe en pays Gouro qui entoure donc l'histoire de Zaouli, que l'auteur est allé chercher là où il faut pour en faire une œuvre romanesque. Elle est aussi passionnante. C'est une œuvre belle à croquer de 139 pages. Ensuite, nous avons Allah Thérèse, symbole d'une identité culturelle. Là, c'est une biographie de la bien nommée Allah Thérèse qui nous a quittés récemment. C'est une biographie dense de l'auteur Ngoran Étienne Kpangba. Alors, à l'intérieur, l'auteur nous a donné un témoignage bien avant qu'elle ne disparaisse, quelques mois avant sa disparition. Elle nous a donné des témoignages personnels, des choses qu'elle a vécues, mais des personnes qu'elle a rencontrées, dont le président Houphouët-Boigny. C'est une œuvre aussi que notre maison vient de mettre à disposition du grand public. Enfin, nous avons un essai. Des méthodes pour optimiser vos chances de succès, c'est vraiment un essai qui, dans la psychopédagogie, sera très utile aux pédagogues, ceux qui veulent aider les apprenants
à optimiser leurs chances de succès. Parce que tout le monde, au départ, part avec les mêmes chances, mais certains sont soit mal organisés ou bien ils ne savent pas utiliser leur quotient intellectuel. Donc c'est vraiment un essai qui aide tout le monde à, disons, optimiser ses chances de réussite dans le domaine scolaire. Voilà, donc à l'intérieur, vous allez voir comment il présente le manque de vigilance qui peut être à la base de l'échec scolaire. Donc il essaie de recadrer chacun. Qu'est-ce qui fait que certains ne progressent pas plus vite que d'autres dans le domaine scolaire? Et donc, pour chaque cas qui peut être à l'origine d'un échec scolaire, il propose des solutions concrètes. Vraiment de technicien, de quelqu'un qui a bien fouillé, qui a fait des recherches sur la question et qui propose autant aux élèves, aux étudiants, mais aussi à leurs parents et pourquoi pas aux enseignants, comment aider les étudiants à optimiser les chances de réussite scolaire. Merci à Renaud Kobia, notre reporter maison. Je vous rappelle que pour la couverture de tous vos événements qui ont trait à la littérature, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est avec joie que vos différentes activités trouveront une place de choix dans le JT littéraire. Retour sur notre plateau, on est avec Eric Kossa, donc, qui co-signe cette œuvre Zouglou, 30 ans mieux que Dra. Il expliquait donc que ce livre a été écrit à la faveur du 30e anniversaire tout à fait, du Zouglou. Voilà. Du rythme musical qu'est le Zouglou. Alors, il y a différentes thèses pour venir à l'histoire même et à la naissance du Zouglou. Il y a différentes thèses qui s'opposent sur la création du Zouglou. Ben, évidemment, la victoire a plusieurs pères, hein, comme on dit. La victoire a plusieurs pères, le succès aussi. Tout a commencé dans les années 60. D'accord. Ça, c'est l'embryon du Zouglou. Les années 60. Les années 60. Par le mouvement qu'on a appelé le mouvement scout, le mouvement éducatif qu'on a appelé le mouvement scout, que beaucoup de jeunes Ivoiriens ont connu. Surtout par ses valeurs, les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs d'amour, les valeurs d'entraide, la débrouillardise dont il fallait faire preuve. Et à l'époque, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont pratiqué le scoutisme. Ces valeurs-là, on va les retrouver après dans le Zouglou. On va les retrouver, tenez-vous bien, on va les retrouver après dans le Zouglou. Et à la fin des années 70, pendant toutes les années 80, il y a un autre mouvement qui est né, qu'on a appelé le Woyo, qui veut dire en malinké, bruit. Mais un bruit ingénieux, tenez-vous bien, qui a été créé par les élèves du lycée classique d'Abidjan, parce que les chantres du Woyo, qui étaient faits de tam-tam, de grelots, des chants traditionnels de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ça a été créé, donc le Woyo, par deux jeunes gens qui s'appellent Youfazer et Esprit Woyo. Pendant les chansons. Tout à fait, tout à fait. Et les élèves qu'on appelait les caïmans du lycée classique ont adopté le Woyo. Le Woyo qui s'est répandu partout en Côte d'Ivoire, dans les lycées, les collèges, à la faveur des compétitions de sport de l'OASU. Le OASU même qui a fabriqué des stars, qui a fabriqué beaucoup de champions qui ont joué dans les équipes nationales de handball, volley, foot en Côte d'Ivoire. Et ce fameux Woyo, certains qui vont se retrouver après à la cité universitaire de Yop en 90, ce Woyo-là, certains l'ont pratiqué. Et pendant que le Woyo régnait au niveau de l'OASU, en tant que mouvement d'ambiance, en tant que groupe d'ambiance, bien sûr, à Gagnoua, deux autres jeunes gens qui allaient aussi participer aux compétitions de l'OASU. Mais eux, ils étaient plus des supporters. On les a, en l'occurrence, Joe Christie. Joe Christie, en fait, il s'appelle Christian Gogoua. Son petit nom, son sobriquet, c'est Joe Christie. Et son cousin, Opokunti, en fait, il s'appelle Bruno Porquet. Lui, son petit nom aussi, son petit nom d'artiste, c'est Opokunti. Les deux, pendant les compétitions de l'OASU, au lycée moderne de Gagnoua, ils fabriquaient des danses, des pas de danse, des chorégraphies qui leur passaient par la tête. Et c'est là qu'ils ont créé la gestuelle où on voit les mains
en l'air, avec les contorsions, avec les pieds en arrière. C'est eux qui l'ont créé depuis Gagnoa. Alors, finalement... Et ils l'ont appelé, oui. et dans leur façon de faire, ils ont appelé leur geste-là, ils prononçaient un mot, ils disaient Zouglou. Très bien, on reviendra dans quelques instants. On continuera donc notre échange sur le Zouglou et surtout sa forme actuelle. Et on parlera aussi de perspectives d'avenir. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette rubrique que vous aimez bien, dans laquelle une personnalité se dévoile littérairement parlant. On regarde. Je suis donc M. Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, association. Je suis donc, j'allais dire, l'objet d'un roman qui parle de ma biographie, écrit par un jeune franco-ivoirien, Edgar Touré, qui vit à Paris depuis déjà plus de 20 ans. Ben, l'œuvre qui s'intitule donc L'héritage de Bleu Charlemagne parle donc de ma vie, de ma naissance, passant par ma scolarité, jusqu'à ce que je sois dans la vie active. Mais c'est surtout ancré sur les deux grands principes que le livre nous fait retenir. L'engagement au travail, donc l'opiniâtreté à vouloir toujours rechercher l'excellence, faire, mais surtout bien faire tout ce qu'on vous confie comme mission, et puis enfin, au sortir de cette lecture, retenir surtout qu'il y a un seul modèle dans la vie, c'est le travail. C'est le travail. D'où que vous veniez, que vous soyez orphelin, que vous soyez enfant de prolétaire, que vous soyez enfant de ministre, de président de la République, si vous n'avez pas le goût de l'effort par le travail, si vous n'avez pas compris et intégré les principes donc salvateurs du travail, vous auriez eu de l'or, du diamant, tout de vos parents, que cela ne sera que passager. Parce que vous allez vendanger cela et malheureusement, ça ne va pas vous servir à la fin de votre vie. C'est un peu ce qu'on peut retenir de cet ouvrage qui, vraiment pour moi, est un véritable héritage à laisser à notre postérité. Alors, ce qui également m'a marqué dans cet ouvrage, d'abord c'est la richesse de l'écriture, mais également l'opiniâtreté de ce jeune écrivain qui, sans avoir eu toutes les informations de nous, parce que quand vous êtes de passage en Europe, vous allez pour un but bien précis et qu'en annexe, on vous donne d'avoir des temps de réflexion et d'interview qui ne sont pas programmés, vous dites vous allez à l'essentiel et puis juste pour vous en débarrasser. Mais il est allé plus loin en fouillant dans mon entourage, en appelant au village, en appelant des parents. Et ça par l'entremise donc de mon collaborateur certainement, mais qui m'a caché la chose, docteur Koné. Ils sont donc allés fouiller pour voir dans quelles conditions je suis né, comment j'ai été à la limite propulsé sur la scène par l'amour du travail, Depuis donc le CEP, passant par le BPC où j'ai été major de centre en 82, pour aller au bac probatoire, eu ça avec mention et le bac également, pour arriver à l'université, tout ça, c'est des choses qu'ils ont dû fouiner pour avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui ne courent pas la rue. Et je voudrais vraiment l'en féliciter. C'est un peu ce que je voudrais ajouter, qui m'a vraiment marqué dans le travail. Quand il m'a dit, tonton, le bouquin est prêt, j'étais étonné. Il avait déjà fini de faire le manuscrit et il m'a envoyé le manuscrit pour que je regarde. J'ai dit, mais je n'ai plus rien à ajouter. J'ai plus rien à ajouter. Je n'ai pas voulu que vous y mêlez ma vie privée de famille, ma vie conjugale, vous ne l'avez pas fait, mais vous pouvez publier. Donc, vraiment, merci. Retour sur notre plateau avec notre invité Eric Ossa qui nous parle de Zouglou 30 ans, est mieux que drap. On en était donc à l'implantation du Zouglou, on va dire, au campus universitaire et à la cité universitaire de Yopougon. Alors finalement, la philosophie du Zouglou, quelle est-elle? C'est caractérisé par la zougloutique. La zougloutique, d'accord. La zougloutique qui est l'amour de son prochain.
le sens du partage, la solidarité, défendre les faibles, être la voix des sans-voix. Ça, c'est la zougloutique. Ensuite, il y a le langage. La zougloutique, c'est comment se comporter, comment être, c'est l'état d'esprit. Maintenant, le langage du zouglou, c'est le directisme. Le directisme. Voilà. Peindre, dépeindre tout ce qui se passe dans la société sans détour. Dire ce qu'on voit avec précision. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Alors, pour parler de directisme, d'ailleurs, ça convient parfaitement au premier succès, vous me direz, hein, si c'est réellement le premier succès médiatique et populaire du zouglou. Gboklo Kofi de Bilé Didier et les parents du campus, c'est exactement, c'est basé sur le directisme. C'est exactement ça. D'accord. Alors, la deuxième question, hein, c'était, est-ce que Gboklo Kofi est véritablement le premier succès populaire du zouglou? Tout à fait. Le premier succès populaire est grâce à l'apport de Georges Aboké, grâce à l'apport de Yves Zobo Junior, qui tous les deux ont fait passer les parents du campus vers la fin de l'année 91 à une finale de l'émission Podium. Ils ont boosté véritablement cette chanson. Alors, on est en plein dans les années 90, là, et l'occasion de parler de ce chapitre 3, la décennie 90, Zouglou, une histoire de tube. Alors, ça a été l'effervescence du Zouglou avec, on l'a dit, Zomomonzo, Kappa, il y a également l'enfant Yodé et les Cocos. Les mange-mille d'esprit de Yop, assez Kotoko, Poussin Choc, etc. Poussin Choc, il y avait du beau monde. Alors, la question que j'aimerais vous poser, hein, si vous pouvez apporter une réponse, c'est que tous ces artistes-là de l'âge d'or du Zouglou, si je peux le dire, tels que Poignon, Alan Bill, etc., on a vu qu'ils ont été les hommes de succès éphémères. Quoique ce sont aujourd'hui des classiques de la musique ivoirienne, mais il n'y a pas eu véritablement de suivi de cette carrière-là. Comment vous l'expliquez? Bon, ils sont toujours dans la danse, hein. Ils sont toujours dans le zouglou, hein. Ils sont toujours dans le zouglou. Tout ce que vous avez cité, ils sont toujours dans le zouglou. Les gens font beaucoup plus de spectacles. Parce qu'à un moment donné, les albums ne marchaient plus. Quand on prend ce qui s'est passé en 99 jusqu'au début des années 2000, il y a une période de flottement au niveau de l'industrie, au niveau de l'industrie musicale. Donc, ça n'a pas véritablement aidé les zouglous. Même si on peut dire aussi que l'arrivée de Coupé Décalé en 2003 leur a fait quand même de l'ombre. Exactement. L'arrivée de Coupé Décalé leur a fait de l'ombre. Cependant, reconnaissons que dans cette période-là, il y a eu quand même du beau monde. Hein. Quand tu prends Molière, tu prends Fitini, tu prends les marabouts d'Afrique, qui sont des transfuges Non, je suis tout à fait d'accord. La question, c'était pourquoi est-ce que ces Poignons, Alan Bill, qui sont d'une génération bien antérieure, n'ont pas eu une carrière stable et florissante aujourd'hui? Non, mais il peut y avoir un problème d'organisation à leur niveau. Mais l'industrie musicale ne les a pas forcément aidés. Voilà. On va parler à présent des femmes du Zouglou. Oui. Il y en a eu, des groupes féminins. Oui, il y a eu des groupes féminins à partir de 1992, avec les Zouglounettes, ensuite les copines, les ladies, et par la suite, les avocates, les Chadènes, les meufs. Bon, il y a eu aussi des groupes intéressants. Mais les groupes qui ont régné le plus que les gens, les mélomanes, ont apprécié, c'est véritablement les Zouglounettes et les copines. Les copines. Malheureusement, ces groupes-là n'existent plus. On peut dire que ces groupes-là n'existent plus. Justement, le Zouglou, contrairement aux autres rythmes musicaux en Côte d'Ivoire, n'intéresse pas beaucoup les femmes. On va dire qu'il y a des femmes qui s'adonnent au reggae, il y a des femmes qui s'adonnent au coupé décalé, qui s'adonnent au zouk, qui s'adonnent même au rap ivoire, etc. Mais pourquoi, je finis ma question, pourquoi est-ce que le zouglou, finalement, ne fait pas suffisamment d'émules féminines? Bon, vous voyez déjà dans quelles conditions le zouglou est né. Hein? En 1990, on poursuivait les étudiants sur les campus. Il y avait la police, il y avait le gaz lacrymogène. Bon, je ne voyais pas trop beaucoup de femmes aller se livrer sur ces champs de bataille-là. Mais dans le groupe Les Parents du Campus, il y avait quand même des femmes qui chantaient pas forcément, mais qui étaient dans le groupe, qui étaient dans les chorégraphies. Voilà, qui étaient dans les chorégraphies. Et puis, il faut comprendre, il faut savoir que chez nous, la femme dans la chanson,
Bon, c'est pas toujours, même aujourd'hui, c'est pas toujours bien vu. Il y a comme les femmes qui sont dans la chanson, elles sont combien? Il y a celles qui font carrière, elles sont combien? Elles sont combien? Oh, il y en a. Voilà, il y en a, mais les conditions dans lesquelles le Zouglou a évolué, il faut être une guerrière, il faut être forte, il faut être déterminé pour y aller. Et puis, ces femmes-là, elles n'étaient pas en cité, elles n'étaient pas des étudiantes. Donc, on voyait les étudiants de loin comme ça. Ah, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? C'était un milieu quand même à part, assez masculin, assez à part. Et puis, donc, les femmes n'allaient pas facilement faire des zouglous comme ça. Très bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'évolution du zouglou. On en parlera dans la dernière partie de l'émission. Pour l'heure, je vous invite à retrouver Renaud Kobia pour cette rubrique que j'aime particulièrement. Question pour un livre. Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la rubrique Au fil des pages. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle cité de Treichville et c'est ici qu'on va tester la culture littéraire des populations. Allez, on y va. Eh bien, on a quelqu'un, on a repéré quelqu'un, on va aller vers lui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le principe de la rubrique, on lui pose une question, il nous donne la bonne réponse et on lui offre un livre. Allez, dites-moi, monsieur France Edgar, qui a écrit Matin de couvre-feu? Est-ce que c'est Tanela Boni, Kofi Kwaoulé ou Serge Bilé? Je pense que c'est Tanela Boni. Tanela Boni, selon monsieur France Edgar, eh bien, monsieur France Edgar a trouvé la bonne réponse. Eh bien, on va lui offrir un livre avec les bons soins de Priska. Et le livre qu'on lui offre, c'est La dernière chance de Kamara Nangala. Tenez, c'est pour vous. C'est offert par la RTI. Merci beaucoup, merci à la RTI. Vous pouvez présenter le bouquin à la caméra? Merci beaucoup, merci à la RTI. Nous sommes toujours dans les rues de la commune de Treichville, précisément à la gare de Bassam, la célèbre gare de Bassam. Et on retrouve quelqu'un. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? C'est monsieur Bété Siri Jean-Jacques. Allez, dites-moi monsieur Bété, qui a écrit le roman Camarade Papa? Est-ce que c'est Josette Abondio, Gauze ou Paul Aizi? Paul Aizi. Paul Aizi, selon monsieur Bété, et non, ce n'est pas Paul Aizi, c'est plutôt Gauze. Allez, il n'a pas trouvé la bonne réponse, mais c'est pas bien grave. Hein. On va continuer comme ça à travers cette rubrique, à inviter tout le monde à lire parce que la littérature est bien, ça nous permet de nous cultiver. Bonjour très cher. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Comment vous appelez? Haruna. Et à Haruna, on va demander s'il peut nous donner le nom de l'auteur de l'œuvre qu'on va lui donner. Haruna, je vais te poser une question. Si tu me donnes la bonne réponse, je te donne un livre. C'est bon? Bien, dis-moi Haruna, il y a un roman qu'on appelle Yakuba, chasseur africain. Est-ce que c'est Assamala Amoua, Amadou Kourouma ou bien Marcel Amondi qui a écrit ce roman-là? Amadou Kourouma. Eh bien, Haruna a choisi Amadou Kourouma. Et, chose bizarre, c'est la bonne réponse. Haruna a trouvé la bonne réponse. Haruna nous a donné la bonne réponse. Ben, c'était improbable, mais il a trouvé. Et à Haruna, on va offrir ce roman. Haruna, c'est la RTI qui t'offre ça. Merci beaucoup, RTI. Allez, on était avec Haruna, ici à la rue 12. Merci. Restez en notre compagnie et surtout, suivez Au fil des pages. Merci à Renaud Kobia. J'espère très sincèrement que vous le rencontrerez peut-être un de ces jours et que vous aurez l'occasion de remporter un livre. Dernière partie de notre émission, dernier échange avec Eric Kossa. On va parler de l'évolution du zouglou parce qu'au fil des décennies... Il y a eu 3 décennies. Oui, au fil des décennies, le zouglou a évolué. Il est passé de sa forme, on va dire, la plus pure et la plus originelle à différentes mutations, comme finalement tous les rythmes musicaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du zouglou? Est-ce que le zouglou est encore le zouglou des années 90? Bon, le zouglou des années 90 est revenu l'année dernière. Seulement? Non, bon, laissez-moi déjà finir, parce que tout compte fait, la musique est dynamique. Hein. C'est comme tout, l'homme évolue, l'homme, vous et moi, on évolue. La musique évolue aussi, la musique, elle est dynamique. Donc après 90, il y a le zouglou, en tout cas ceux qui ont suivi, les jeunes qui sont venus ont ouvert le zouglou à d'autres genres musicaux. Il y a le zouglou techno, il y a le zouglou, je veux pas dire, zouglou love, où on parle beaucoup d'amour. Mais ce n'est pas interdit de le faire. Ce n'est pas interdit de le faire.
Et puis la musique, c'est une œuvre de l'esprit, c'est l'inspiration. Tu peux introduire dans le Zouglou ce que tu veux, mais il faut garder l'essence même. C'est-à-dire au niveau du message, le directisme. Au niveau de la danse, la chorégraphie, les mains en l'air, la contorsion, les pieds à l'arrière. Il faut les garder. Les fondamentaux, quoi, comme on dit. Il faut garder les fondamentaux. Sinon, ajouter un beat reggae, pourquoi pas? Ajouter des beats techno, pourquoi pas? Et il y a des gens qui le font très bien. Magic System le fait très bien. On va revenir sur cette nouvelle génération dont on parle, notamment VDA. Enfin, nouvelle génération, je ne sais pas, mais ce sont des artistes plutôt récents, on va dire, en termes de production les 10 dernières années, depuis voilà. 2010. Donc VDA, Esaïe l'original, Bénédiction, Révolution, Amaral d'Afrique, etc. Oui. Vous trouvez qu'ils apportent quoi de différent aux Zouglous? La fraîcheur. D'accord. La fraîcheur, la mélodie. Tout ce qui a régné avant, dans les années 90, ce n'était pas forcément la mélodie. La mélodie, c'est le message qui était prioritaire. Ce n'était pas forcément la mélodie. Les VDA et autres sont venus avec la mélodie. Ils sont venus avec la mélodie. Ils sont venus avec les brassages musicaux avec d'autres genres. Mais il faut les accepter. Ce qu'il faut cependant leur demander, on peut faire des brassages, mais en gardant l'esprit critique. C'est l'esprit critique qui caractérise le Zouglou. Le directisme. Le directisme, comme on l'appelle. Le directisme, comme on l'appelle. Et garder aussi la chorégraphie. La chorégraphie, la façon de danser du Zouglou. Très bien. Voilà. On va finir avec les ambassadeurs du Zouglou, comme vous les nommez dans l'œuvre Magic System. Oui. D'aucuns disent que leur Zouglou est dilué. Ce n'est pas le cas de l'observateur que vous êtes. Enfin, les mélomanes disent que leur Zouglou a été dilué. Évidemment, c'est à l'international. Il faut obéir à une certaine norme au niveau de l'international. Il y a des choses qu'on leur demande. De faire de la techno, de faire peut-être même du R&B, de faire un certain nombre de choses, un certain nombre de musiques, pour fondre ça dans le Zouglou. Mais ça, c'est à l'international. Mais quand ils reviennent ici, ils font du Zouglou local. Hein. La preuve, en volet zougloutique qui est sorti il n'y a même pas 2 semaines, et la preuve qu'ils peuvent faire du Zouglou local et bien le faire comme ils le faisaient à Noumabo. Zouglou, 30 ans, Gbé est mieux que Dra, écrit par Eric Kossa et Serge Nguessan, qu'on salue. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. On va vous demander tout simplement votre mot de fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devait aborder qu'on n'a pas eu le temps de faire? Magic System vient de sortir une œuvre qui va à la racine du Zouglou. Donc les leaders, enfin ceux qui représentent aujourd'hui ce qui s'est fait de bien en Zouglou, sans oublier les VDA, ils sont séduisants, percutants, et le Zouglou va de l'avant. Aujourd'hui, quand tu vas au Burkina, il y a des groupes Zouglou. Quand tu vas au Bénin, le Zouglou passe dans les boîtes de nuit au Togo, au Sénégal, partout. Le Zouglou fait son chemin. Très bien. Dis donc que le meilleur est à venir avec le Zouglou. Il faut simplement garder l'essence. Le meilleur est à venir avec le Zouglou. On gardera cette phrase comme un mantra. Et on va inviter donc tous ceux qui s'y adonnent et qui veulent s'y adonner à travailler en gardant l'essence du Zouglou. Merci à vous, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce numéro de Au fil des pages. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission, avec à sa tête Larios Cobon et Jacques Brou. On se retrouve dans 2 semaines, même antenne, même heure. Au revoir.